Chapitre 10. La petite voix de nuit. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, abonnez-vous. Nouveaux épisodes chaque mercredi. La première année rue des Martyrs ressembla à ce qu'on appelle une vie, et pendant longtemps ça suffit. Puis quelque chose changea, si lentement que personne ne le vit. Il y a une différence entre ne pas aller bien et commencer à aller moins bien. La première est un état, ponctuel, identifiable, avec un avant et un après. La seconde est un mouvement, si lent qu'on ne le voit pas, comme la main d'une horloge qu'on fixe sans jamais la voir bouger. Sandrine ne vit pas le mouvement. Elle vit ses conséquences, après. Les matins où se lever coûtait un effort disproportionné. Les soirées où Antoine lui parlait et où elle entendait ses mots sans les recevoir vraiment. Comme un signal radio qui traverse une pièce sans trouver de récepteur. Elle vit la façon dont les phrases de sa mère au téléphone commencèrent à l'irriter sans raison claire. Cette voix douce et confiante qui lui demandait comment ça allait et qui attendait la réponse qu'elle avait toujours donnée et qui ne savait pas qu'elle mentait depuis 2 ans. Elle vit la façon dont le cahier restait fermé de plus en plus souvent. Non par manque d'envie, l'envie était là quelque part, mais recouverte par quelque chose d'épais et de mou qui ressemblait à de la fatigue sans en être une. Elle ne savait pas encore appeler ça de la dépression. Elle appelait ça une mauvaise passe. Les pensées venaient surtout la nuit. Pas des cauchemars, rien d'aussi net, rien d'aussi racontable. Juste une machinerie intérieure qui refusait de s'arrêter après minuit, qui prenait les mêmes sujets et les retournait dans tous les sens sans jamais aboutir. Romain dans son bureau du 17e, sa carrière qui avançait dans sa direction naturelle comme une rivière qui sait où elle va. Sa mère qui croyait encore à la médecine, à la blouse blanche, à l'avenir qu'elle avait imaginé pour sa fille. Son père qui ne demandait pas, et ce silence qui était à la fois un soulagement et une forme d'abandon. Et elle, serveuse dans un restaurant du 9e, 26 ans, sans diplôme, sans direction, avec un cahier presque plein et aucune idée de ce que ça valait. La petite voix, celle qu'elle avait appris à reconnaître depuis l'enfance, celle qui mesurait et comparait et trouvait toujours le compte mauvais, avait repris de la vigueur dans l'obscurité. Elle disait des choses simples, courtes, efficaces. « Tu n'as rien accompli. Romain avait ton âge et il était déjà... Ta mère pensait que tu... » Elle se retournait dans le lit. Antoine dormait à côté, régulièrement, ce souffle lent de quelqu'un en paix avec ses nuits. Elle l'enviait de ça aussi, cette capacité à poser la tête sur l'oreiller et disparaître. Elle se levait, allait dans la cuisine, buvait un verre d'eau debout dans le noir et recommençait le lendemain. Un soir de mars, ils avaient dîné, la vaisselle était faite, Antoine lisait dans le canapé. Sandrine dit, sans avoir prévu de le dire, « Tu ne me demandes plus comment j'avance avec l'écriture. » Antoine leva les yeux de son livre. Il y avait dans sa façon de lever les yeux une légère surprise, pas de l'agacement, juste le mouvement de quelqu'un qui reçoit quelque chose qu'il n'attendait pas. « Tu ne m'en parles plus. Je ne voulais pas... Tu t'en fous, c'est ça. » Le mot était sorti trop vite, trop fort, avec cette précision des phrases qu'on n'a pas calculées, mais qui visent juste quand même. Antoine posa son livre. « Sandrine. Non, dis-le. Tu penses que c'est du temps perdu, que j'aurais dû trouver quelque chose de sérieux depuis le temps, un vrai travail, une vraie direction. Je n'ai jamais dit ça. Tu le penses? Je ne le pense pas. » Sa voix était calme, la voix d'Antoine, toujours égale. Et c'était ça le problème en un sens. Son calme à lui rendait son agitation à elle encore plus visible, encore plus disproportionnée. Tu ne peux pas toujours rester calme comme ça. C'est épuisant d'être la seule à... Elle s'arrêta. Elle ne savait pas finir la phrase. La seule à quoi exactement? La seule à être en désordre? La seule à ne pas savoir? Je ne sais pas, dit-elle. Sa voix s'était cassée sur les 3 mots. Pas des larmes, juste cette fissure dans la voix qui arrive quand on est fatigué d'une fatigue qui n'a pas de nom précis. Antoine se leva.
vint s'asseoir à côté d'elle, ne dit rien. Il dit après un moment, « Ce n'est pas du temps perdu. Ce que tu écris n'est pas du temps perdu. » Comment tu peux savoir? Parce que je te lis, et parce que les choses qui ne sont pas du temps perdu ont une façon de se voir. Elle ne répondit pas. Elle pensa à toutes les pages du cahier blanc, du cahier vert. Elle pensa à la 17/20 de Madame Aubert, cette note qu'elle avait pliée en 4 et rangée au fond d'un cartable 15 ans plus tôt. Elle pensa, et si Antoine avait tort? Et si ce n'était pas de l'écriture, juste du journal intime? Elle ne dit pas tout ça. Elle dit « Je suis fatiguée ». Antoine hocha la tête, prit sa main, la garda dans la sienne sans la serrer, juste posée là, présente, comme une étagère chevillée dans le béton. Cette nuit-là, elle ne dormit pas non plus. Mais au lieu de rester allongée à écouter la machinerie tourner, elle prit le cahier noir et alla s'asseoir à la table de la cuisine sous la petite lampe. Elle écrivit longtemps, plus longtemps que d'habitude, sans s'arrêter pour relire, sans chercher la phrase exacte. Juste la main qui suit ce qui vient, dans l'ordre où ça vient. Elle écrivit sur la petite voie de la nuit, sur Romain et sa rivière qui sait où elle va, sur sa mère et la dette du cahier blanc, sur elle-même à 12 ans, les mains sous la table, qui applaudissaient. Elle écrivit « Je cherche depuis si longtemps à valoir quelque chose aux yeux des autres que j'ai oublié de regarder si je valais quelque chose à mes propres yeux. Je ne sais même pas ce que ça voudrait dire. Je ne sais pas ce que c'est se regarder sans le miroir des autres. » Elle s'arrêta, relut cette phrase. C'était la phrase la plus vraie qu'elle avait jamais écrite. Elle le sentait dans son corps, cette reconnaissance, ce léger tremblement qui arrive quand les mots et les choses coïncident exactement. Elle ne referma pas le cahier tout de suite. Elle resta là, sous la lampe, la main sur la page, à laisser la phrase exister un moment dans le silence. Dehors, Paris dans son bruit de fond perpétuel. Dans la chambre, la respiration régulière d'Antoine. Et elle, entre les deux, qui commençait à comprendre quelque chose sans encore savoir quoi.